Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue encore une fois dans cette semaine du Mali que organise donc Immédiat qui poursuit sa démarche faite de mitoyenneté et d'altérité avec le voisin malien plongé, on le sait tous depuis quelques années maintenant, dans une très forte zone de turbulence. La junte, chaperonnée par de jeunes officiers de l'armée, se sont emparés du pouvoir et promet de décrocher là-bas à Bamako la lune avec des épuisettes en invoquant aussi bien l'espérance que le salut du peuple. Les chemins de l'enfer, on le sait, sont souvent pavés de bonnes intentions, mais tâchons quand même de voir la bouteille à moitié remplie plutôt que l'inverse. Et ce soir, parlant d'économie, nous avons plaisir à recevoir Monsieur Rouma, économiste également consultant, pour nous aider un peu à mieux comprendre le phénomène économique malien. Bonsoir, monsieur Rouma, d'avoir bien voulu répondre à l'invitation d'Immédiat. Bonsoir Hassan, c'est moi qui vous remercie donc de cette invitation. Très bien. Et avant que de venir à vous, nous allons suivre tout de suite le sujet réalisé par notre confrère Mam Abdougueye Kassé qui nous rappelle que le Mali est un très très bon voisin qui tient le rang de premier partenaire économique du Sénégal avec des volumes d'échanges qui battent tous les ratios. Les deux États ont aussi de magnifiques projets d'infrastructure, reportages proposés donc par Mam Abdougueye Kassé et Cheikh Ogueye qu'on va suivre. Le Mali et le Sénégal, deux pays unis par l'histoire, par les couleurs de leurs drapeaux nationaux, par leurs devises, un peuple, un but, une foi, mais aussi et surtout par leur économie. Les échanges commerciaux entre les deux nations sont de l'ordre de 60%. Aujourd'hui, sur le plan économique, le volume de transactions entre les deux pays est extrêmement important. Le Mali est un partenaire économique important, pour ne pas dire d'ailleurs le premier partenaire économique dans notre zone CEDEAO. Quand le Mali traverse des problèmes, forcément ça rejaillit sur le Sénégal, d'où la nécessité d'appliquer, disons, les principes d'une diplomatie humanitaire telle que portée par le chef de l'État. Depuis la crise en Côte d'Ivoire des années 2000, le Mali a renforcé sa coopération économique avec le Sénégal et aujourd'hui c'est de l'ordre de plus de 60%, ce qui n'est pas négligeable. La relation économique entre les deux pays est en excellente santé. Sur les 1800 camions qui rentrent tous les jours au port autonome de Dakar, le quart provient du Mali, d'après le directeur général invité du jury du dimanche début septembre. Il a rajouté que le Sénégal a une balance excédentaire de près de 200 milliards de francs CFA sur son tout premier partenaire économique. Il y a 450 camions maliens qui arrivent par jour. Il y a 1800 camions qui rentrent au port tous les jours. Donc, si vous êtes sur la route de Rufisque, c'est invivable. Mais le Mali, c'est le premier client commercial du Sénégal. Le Mali, les relations, ce que le Sénégal fait avec le Mali, c'est exactement ce qu'on doit faire avec en tout cas au moins une dizaine ou une quinzaine de pays. Ce que le Sénégal vend au Mali, il ne le vend à aucun autre pays. Ça représente combien exactement? On a une balance commerciale excédentaire de 190 milliards sur le Mali. C'est quand même énorme. Les denrées de première nécessité occupent une grande part des échanges commerciaux. Vous voyez, le Sénégal aussi fait recours au Mali pour beaucoup de denrées alimentaires qui font le lit de nos plats traditionnels. Je veux parler du gombo, je veux parler des dérivés, par exemple, de certains produits, n'est-ce pas, de base, et qui sont extrêmement importants dans l'alimentation sénégalaise, mais c'est aussi au niveau de la savonnerie traditionnelle, c'est au niveau du beurre de karité, c'est au niveau aussi des plantes traditionnelles, n'est-ce pas? Le tapis herbacé malien offre beaucoup plus de richesse en termes végétal, etc., etc. Donc c'est vraiment à ce niveau, mais aussi
il faut dire que le Mali fait transiter par le Sénégal tous les produits dont il a besoin, notamment pour la construction de ses infrastructures, pour l'approvisionnement, n'est-ce pas, en denrées de première nécessité. Contrairement au Sénégal, le Mali n'est pas bordé par l'océan. C'est pour cette raison qu'il a initié un important partenariat avec le port autonome de Dakar, un port sec. Le port à sec, c'est de rapprocher l'environnement de tout un port au bénéfice du Mali et de ses opérateurs économiques, de son administration, de son État, de sa nation, de ses populations. La distance est extrêmement longue. Bien sûr, le président de la République compte renforcer les infrastructures, n'est-ce pas, de mobilité, notamment par la réhabilitation du train. Mais au niveau de la route, il s'agira pour le Sénégal de créer un segment économique rentable pour ses opérateurs, qu'ils soient, disons, de moyenne taille ou de grande taille, pour mieux utiliser la route et jouer eux-mêmes le rôle d'opérateurs de service pour, n'est-ce pas, transporter les besoins en termes de marchandises, n'est-ce pas, au bénéfice du Mali et les déposer au niveau de Kidira. Depuis le renversement du président Ibrahim Boubacar Keïta par la junte, la CEDEAO a mis le pays sous embargo. Embargo dont la levée était suspendue à la satisfaction des injonctions de l'organisation sous-régionale, à savoir la désignation d'un président et d'un premier ministre de transition, tous civils. Donc, la mesure est incessamment attendue. Merci beaucoup, Mame Abdou Gueye Kassé, pour ce reportage. Je rappelle que nous recevons ce soir l'économiste Mbaye Sylla Khouma. Merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. On va vous demander, avant de commencer, de réagir, d'avoir une première réaction par rapport au sujet que nous venons de suivre ensemble. Merci, Hassan. Le sujet, en fait, a été bien campé par les intervenants donc, qui sont passés, notamment... je pense celui qui est certainement le Sénégalais le plus intéressé par le Mali, à savoir le DG du port de Dakar. Vous savez, on dit souvent que la compétitivité et la bataille des ports se gagnent à terre. Parce qu'en fait, quand vous avez un port, vous recevez des produits et votre compétitivité est basée sur votre capacité de sortir les produits du port. Et nous en parlerons parce qu'on va en parler d'embargo. Le sujet a été campé sur le plan économique, mais vous me permettrez peut-être juste en quelques secondes de dire l'importance de la relation entre le Sénégal et le Mali. Nous qui sommes nés avant les indépendances, avons été maliens pendant quelques mois, peut-être un an, un peu moins d'un an, parce qu'il y a eu la Fédération du Mali. Quand vous regardez le drapeau du Sénégal, vous enlevez l'étoile, ben vous avez le drapeau du Mali. La devise est la même, un peuple, un but, une foi. Ça montre en fait que, ce matin je le disais, nous sommes un seul peuple dans deux pays. Et un seul peuple dans deux pays, ce n'est pas divisible. Très bien. Voilà. Et nous reviendrons tout à l'heure sur cette relation très intense. Vous avez parlé d'embargo et de blocus. Du point de vue économique, un embargo, ça dit quoi? C'est-à-dire, c'est une arme non conventionnelle ou c'est un moyen de pression? Sur quel pied vous... C'est les deux. C'est une arme, je n'allais pas dire de destruction, mais une arme redoutable, parce que c'est une arme qui vise à étouffer. Le Mali a la malchance d'être un pays enclavé. Enclavé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas un accès sur la mer, mais tous vos produits vous viennent effectivement de l'intérieur. Soit vous avez la capacité donc de vous autosuffire en tout, et à ce moment-là, si on vous ferme les frontières, vous dites, comme on dit en Wolof, ndok, parce que vous avez de quoi. Mais quand vous avez, comme il a dit le DG du port, 450 camions, ça c'est sur le Sénégal. Il ne parle pas des 300 camions sur la Côte d'Ivoire. Et les autres camions qui passent par le Burkina. Moi, j'ai eu la chance de travailler pour une multinationale et pour laquelle le Sénégal et le Mali étaient un seul marché. Donc je couvrais les deux marchés. Ça montre effectivement ce côté très logique de faire de ce pays, du Mali et du Sénégal, deux partenaires extrêmement forts parce que nous avons une complémentarité dans pas mal de domaines. Et c'est pour ça, en fait, que cet embargo qui a été donc agité, moi j'avais été un des tout premiers sur ma page Facebook pour dire non, parce que quand on parle du Mali, je ne suis pas très objectif.
Notre grand-père, nous, les Kouma, au Mali, ils disent Kouma, ici on dit Kouma, vous savez, ils ne peuvent pas dire Khe, ils n'ont pas le Khe arabe. Ben, on nous dit il vient de l'Est. Mais quand on dit que quelqu'un vient de l'Est, il a longé le fleuve, il vient d'où? Il vient du Mali. Voilà, donc quand je parle du Mali, ben, je suis assez émotionnel. C'est ça. Là, tout le monde est à l'écoute de la CEDEAO, qui avait un peu conditionné la levée du blocus avec la nomination ou la désignation d'un Premier ministre civil. Cela est déjà fait. Actuellement, la CEDEAO est en train de laisser du temps au temps. Est-ce qu'elle peut continuer comme ça à imposer cet embargo-là, ou bien est-ce qu'il faut en finir tout de suite? Je pense que la CEDEAO est dans son rôle. L'institution a des textes qui avaient été votés pour dire qu'en cas de coup d'État, nous devrons faire tout ce qu'il faut pour que le coup d'État effectivement échoue et qu'on revienne à l'ordre constitutionnel. Au Mali, c'est plus compliqué parce que le président en question a dit « moi je démissionne, je pars ». Les militaires, je pense, jusque-là, moi je les aime bien parce qu'ils manœuvrent, hein. Ils sont très très bons dans la stratégie. Ils n'ont jamais dit qu'ils ont fait un coup d'État, ils n'ont jamais parlé avant que la démission du président sortant. Et de deux, on a dit il faut un civil, bah, ils ont mis un civil. Même si le civil est un militaire d'il y a quelques jours, c'est un civil, il est à la retraite. Donc il joue bien. Mais ce qui est important à noter, c'est que nous ne pouvons pas, sur le plan économique, nous, Sénégal, fonctionner comme les pays de la CEDEAO. Le documentaire l'a dit, c'est notre principal partenaire. Nous avons une balance commerciale excédentaire de presque de 150, 170 milliards. Le Mali, c'est pour nous 22% de nos exportations. Nous ne pouvons pas faire comme les autres. Et ensuite, c'est un pays frère. On ne peut pas vous demander d'étouffer votre frère et vous allez le faire. Nous n'avons pas intérêt sur le plan moral, nous n'avons pas intérêt sur le plan de nos liens de sang. Et nous n'avons pas intérêt sur le plan économique. Très bien. Étouffer le Mali, c'est s'étouffer soi-même. Très bien. Voilà. Et on a suivi le positionnement du président Macky Sall, Tout à fait. qui s'est opposé à un embargo total. Vous avez dit que cela s'agit de realpolitik. On va rappeler que realpolitik est un mot allemand qui veut dire réalisme. Pragmatisme. Ouais, c'est ça. Donc, le positionnement du président, c'était normal. Moi, j'avais applaudi. Hein, j'avais dit, quand j'avais fait la sortie sur Facebook, et, dans la foulée, j'avais entendu effectivement qu'il y a eu la même position. Donc, au Niger, je pense, il était en disant, oui, mais étouffer le Mali, c'est étouffer le peuple malien pour les questions de médicaments, les denrées de première nécessité, le carburant, tout ce qui fait qu'un pays fonctionne. Et il avait réussi à convaincre les autres pays de la CEDEAO pour dire, oui, on peut peut-être faire un embargo sur des produits de luxe, mais sur les denrées de première nécessité, qui sont quand même l'essentiel des transits entre le Sénégal et le Mali et des transactions, que la CEDEAO accepte la position du Sénégal. Et je trouve que là, il avait fait preuve d'un leadership éclairé et il avait fait preuve de réalpolitik, c'est-à-dire pragmatisme. Voilà, parce que étouffer le Mali, comme je disais, c'est étouffer le port de Dakar. Étouffer le port de Dakar, c'est étouffer notre économie. Donc, nous n'avons aucune raison, nous, et aucun intérêt à aller dans ce sens-là. Donc, c'est plus pour des raisons de réalpolitik que des aspects humanitaires. Voilà. Le président est obligé de dire qu'il est de la CEDEAO, parce qu'il est de la CEDEAO. Donc, il est obligé d'être solidaire, mais il est obligé d'être aussi très solidaire de son frère malien. Donc, c'est pour ça qu'il a manœuvré, il a réussi à convaincre les autres que l'embargo n'était pas possible. Et je crois que là-dedans, il a bien joué parce qu'il a eu un gain à la fois politique et économique. C'est ça, le Mali est aujourd'hui l'un des pays les moins avancés au monde du point de vue des indices de développement onusiens. Le pays est très mal classé et pourtant, il dispose de plein de richesses d'or. Son sous-sol est un scandale, entre guillemets. Comment est-ce que vous comprenez son niveau de retard actuellement? Là, je pense qu'il y a peut-être quelques données ou quelques considérations historiques qu'on peut prendre en compte. L'éclatement de la Fédération du Mali avait obligé donc, le président Modibo Keïta à changer complètement de bord et aller vers les pays de l'Est. Le système d'enseignement du Mali, qui était le même que le nôtre, je pense en avait pris un certain coup. Mais quand on regarde sur le plan pratique, au niveau des réalisations, moi j'ai été surpris quand j'ai fait un peu de recherche donc, sur la BCEAO, sur donc, le profil du Mali, de voir que le Mali produisait 3 200 000 tonnes de riz paddy. Nous, on produit 1 million.
Le Mali produit 3 millions, presque 700 000 tonnes de maïs. Nous, on produit environ 500, 400 000 tonnes. 1000 et sorgho, le Mali est dans les 3 200 000 tonnes. Ça veut dire que j'étais surpris de voir que dans ces spéculations, le Mali faisait des performances extrêmement importantes. Sans compter maintenant l'or, qui pèse pour presque 74% de leurs exportations. C'est aussi peut-être un gros risque que le Mali court, parce que c'est 67 tonnes que le Mali exporte par an en matière d'or. Donc c'est un pays qui n'est pas pauvre, sans compter le fer. Donc c'est un pays qui n'est pas pauvre, sans compter le coton. Ils sont à environ presque 800 000 tonnes de coton par an. Peut-être qu'il y a des choix qu'il faut peut-être revoir ou reconsidérer, mais le Mali a la capacité, je pense, s'ils sont dans la logique dans laquelle le Sénégal veut s'engager, qui est la transformation locale des produits, donc des matières premières, le Mali a la capacité de créer de la valeur et de faire beaucoup d'argent pour le pays, qui cet argent-là ira certainement vers les infrastructures de base, et l'éducation, la santé, et augmenter cet indice dont vous parlez. C'est ça, il y a beaucoup de richesses là-bas, mais à côté, l'éducation, la santé et tous les accès universels que réclame la population malienne, tout ça n'est pas garanti, parce qu'on nous dit qu'il y a des problèmes de corruption, de malgouvernance et d'impéritie de la classe dirigeante. Quels sont les véritables problèmes du Mali aujourd'hui? Tout en évitant d'être dans l'ingérence des affaires internes de notre pays, je vais quand même dire que le Mali a connu quelques soubresauts que nous n'avons pas connus nous. Le Mali quand même est à son 4e coup d'État militaire. Nous n'en avons pas connu un seul. On est un des rares pays, je touche du bois, nous ne connaissons pas cela. Ce n'est pas source de bonne gouvernance des coups d'État. Parce que ça ne permet pas au pays effectivement d'aller de l'avant, ça ne permet pas de garder un cap. Parce que vous savez, l'économie, c'est d'abord une question de gouvernance, c'est-à-dire c'est une question de cap, une vision sur le long terme, des programmes, des politiques, des projets qu'on met en œuvre pour arriver à cette vision-là. Mais quand si tous les 3, 4, 5, 6 ans, vous avez effectivement un événement qui remet tout ça en question, ça joue sur l'ensemble de ces questions dont vous avez parlé, à savoir les investissements de base, les questions de formation, et surtout la fuite des cerveaux. Beaucoup de Maliens sont hors du Mali. Moi, j'en ai connu énormément parce que j'ai quand même un peu séjourné un peu partout. Beaucoup de Maliens sont en Europe, beaucoup de Maliens sont effectivement aux États-Unis, parce que généralement les cadres ne sont pas... Ils n'aiment pas trop ça. Donc quand il y a des situations d'incertitude, généralement les cadres partent. Vous avez vu que Cheikh Modibo Diarra n'est revenu au Mali que très récemment pour prendre un poste de Premier ministre, mais pendant tout ce temps il était à la NASA. Donc c'est un pays qui regorge de beaucoup de cadres, mais que pour des raisons d'instabilité politique, d'absence de vision, avaient quitté ce pays. Et je pense qu'il y en a qui vont revenir sous peu de temps et les militaires travaillent sur cette base-là. Et la question de la gouvernance, les militaires ont déjà posé cette question-là sur la table. Ces questions effectivement de gouvernance, c'est des questions qui sont celles qui retardent beaucoup de pays d'Afrique. Et tant que nous n'apporterons pas de solutions durables à ces questions de gouvernance, nous serons effectivement des pays sous-développés. Et le rapport Mbeki donc dit que tous les ans, nous perdons 50 milliards de dollars. L'Afrique. Oui. 50 milliards de dollars de flux d'argent illicite qui sortent de l'Afrique. C'est énorme. 50 milliards de dollars. Très bien. Est-ce que vous pensez que les militaires actuellement, bien que ça soit maquillé, il y a des civils, il y a un peu d'amalgame civil-militaire. Est-ce que vous pensez que les militaires qui tiennent les rênes seront exemplaires? Est-ce qu'ils ne voudront pas se servir? En fait, généralement, les militaires, quand ils viennent au pouvoir, ce n'est pas pour rester. Généralement. Mais souvent, ils restent. Parce qu'ils se rendent compte que non seulement c'est doux, mais ce n'est pas trop compliqué. Parce que quand vous êtes effectivement dans ces positions de pouvoir, il y a très peu parfois de contraintes. Et ce qu'ils font souvent, c'est tout de suite enlever la tenue et devenir un civil et rester au pouvoir. Mais cette fois-ci, ce que j'entends de la junte, parce qu'en fait, moi, je surveille, c'est des colonels de niveau intellectuel très élevé. Quand je vois la manière dont ils ont manœuvré jusque-là, je les trouve très, 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 très bons. Il n'y a pas eu d'effusion de ça? Non, du tout, du tout. Et je crois qu'ils manœuvrent très, très, très bien. Et ils vont réussir, je pense, à remettre, ils ont fait venir un Premier ministre de qualité, dont personne ne peut douter, effectivement, la compétence de la probité morale.
Bandao, le président de la transition, personne ne peut douter de sa compétence et de sa probité morale. Donc on peut espérer que pour le Mali, il y aura un revirement positif sur le plan de la gouvernance. Très bien. Et le pays, si effectivement la gouvernance se met dans l'ordre que les militaires et l'élite malienne et les populations souhaitent, ce pays peut aller de l'avant très, très, très vite. Parce que sur le plan du PIB, moi j'ai regardé rapidement, le Mali n'a pas encore réévalué son PIB, son calcul de PIB. Nous l'avons déjà fait. Ils sont à 10 000 milliards, nous sommes à 15 000. Donc s'ils réévaluent, ils seront certainement à 30% au-dessus, donc ils seront pas loin de 13 000 milliards de francs CFA du moins, donc de PIB nominal. C'est-à-dire qu'ils seront presque au même niveau que le Sénégal. Ouais. Et c'est pour ça que moi je disais tout à l'heure, à défaut de revenir au même drapeau, ce que je souhaite, moi, si ça ne dépendait que de moi, on serait un seul pays. Un seul pays, ce serait presque 38 millions de consommateurs, le Sénégal et le Mali, tout de suite. Un seul pays, ce serait quoi? D'avoir cette capacité à avoir les infrastructures de base, d'avoir peut-être une autoroute Dakar-Bamako. Parce qu'en fait, quand les pays se retrouvent et se regroupent, leur signature pèse plus lourd que si c'est un seul pays. Si le Mali et le Sénégal vont sur le marché international pour chercher de l'argent à deux, c'est plus facile que c'est le Sénégal seul qui le fait ou le Mali tout seul. Donc je pense que nous avons une capacité ou une possibilité peut-être de revenir à une fédération économique entre le Sénégal et le Mali. Ce serait bénéfique pour l'ensemble des pays. Mais ça va être rendu difficile parce que déjà les chemins de fer, ça n'existe plus. Il y avait l'Express à l'époque Dakar-Bamako, Transrail dernièrement a été liquidé. Donc, ce que vous annoncez là, c'est peut-être... Non, je pense que c'est une question de volonté. Ouais. C'est une question de volonté. Tout le monde est conscient qu'il faut un chemin de fer Dakar-Bamako. Il le faut. Tous les présidents qui sont... Moi, j'étais à l'APIX en 2001. C'était le projet, l'un des tout premiers projets du président Wade, le chemin de fer Dakar-Bamako sur écartement standard. Quand le président Macky Sall est arrivé, il en a parlé. Dakar-Bamako, mais après, apparemment, il y a eu des problèmes avec la partie malienne. Mais pour moi, tout ça, ça peut se régler. Si les gens se... Parce que le Mali, quand on regarde la balance des paiements du Mali, cette balance est extrêmement plombée par les services. Et quand on regarde les services, c'est quoi? C'est le fret. Le pays étant enclavé, le chemin de fer ne marche pas, mais beaucoup de marchandises arrivent au Mali par fret aérien. C'est en train de plomber la balance des paiements, ce n'est pas durable. Ça coûte cher, quoi. Ça coûte extrêmement cher, le fret aérien. Mais parce que 400 camions, les camions, ce n'est pas des camions express. Hein. Ils mettent 3, 4, 5 jours. Et vous connaissez, je ne sais pas si vous avez une fois fait les routes d'Afrique. Le nombre de checkpoints que vous avez. Donc voilà, beaucoup de commerçants maliens, pour éviter tout ça, payent plus cher, mais font venir par avion. Et quand vous regardez la balance des paiements du Mali, elle est plombée par cette question effectivement des services. Et c'est le transport aérien. Très bien. Voilà. Et pour les perspectives, les crises, c'est-à-dire il y a eu une conjonction de crises au Mali, dont la crise sécuritaire, les djihadistes et les irrédentismes qu'on a vus au centre également. Est-ce que ça risque pas d'anéantir tous ces efforts? C'est clair que c'est l'insécurité, l'instabilité dans un pays, ça vous freine tous les investissements privés. Les privés ont horreur d'incertitude. Aussi bien les privés nationaux que les privés étrangers. Le privé a besoin de visibilité, de sécurité et de stabilité. Cette situation sécuritaire au Mali, elle pose un problème. Elle pose un problème parce que, le nord devient presque une zone de non-droit, no man's land. La zone de Gao, pas très loin de Bamako, devient une zone où il y a des coupeurs d'eau. Vous avez vu qu'on a enlevé Soumaïla Cissé, le numéro 1 de l'opposition malienne, mais à quelques encablures de Bamako. C'est vrai. Mais les militaires, je pense, eux, disent, oui, on veut quitter le pouvoir, mais nous voulons régler cette question sécuritaire. Voilà. Et ça, personne ne peut leur opposer quand même cela. On a beau vouloir régler ces questions de CEDEAO, oui, pas de coup d'État et tout, mais nous devons quand même comprendre les Maliens et respecter ce choix, qu'ils ont besoin d'avoir un pays qui est un et indivisible, d'avoir un pays où on peut circuler quand on veut, comme on veut. Mais eux, étant des militaires, moi je suis de formation, je peux dire militaire, je suis un ancien enfant de troupe, j'ai du mal à condamner les militaires. Parce que souvent, c'est des gens qui sont très, très focus dans ce qu'ils veulent faire. Et souvent, c'est des grands stratèges. C'est ça. Voilà. Et là, les colonels que je vois manœuvrer, ils sont loin d'être des nains politiques, et des nains intellectuels. J'espère qu'ils ne vous décevront pas. J'espère. Et à l'entame, vous nous disiez que vous espérez le retour de la fédération du Mali. Sous une autre forme. Oui. Comment est-ce que vous l'imaginez? Moi, je pense que le Sénégal et le Mali
peuvent redevenir un seul pays. Tout nous lie. Et nous avons des raisons objectives de pouvoir avoir un gouvernement sénégalais, un gouvernement malien et un gouvernement fédéral. Il n'y a rien qui oblige. Les États-Unis ont 52 États. Mais chaque État est assez autonome dans son fonctionnement, dans ses lois et autres. Mais il y a une loi fédérale. Il y a un président fédéral. Vous avez vu que pendant la Covid, Trump a voulu imposer effectivement certaines choses par méconnaissance de la Constitution. Tout de suite, on lui a dit, ah non, la Constitution ne vous donne pas ce droit. Les États sont indépendants. Les États, effectivement, sont autonomes du moins. Le Sénégal et le Mali, je pense, peuvent s'asseoir. Cette fédération, je l'imagine par déjà, la réalisation de projets communautaires, de projets régionaux. Sur le chemin de fer, on peut le faire. 2, on peut le faire sur les projets autoroutiers. On peut le faire sur la fibre optique. On peut le faire sur pas mal de projets sur lesquels on peut déjà avoir des entités régionales, Sénégal-Mali, avec soit un Sénégalais, soit un Malien à la tête. Vous avez vu que même la compagnie aérienne, elle n'est pas viable, elle ne sera pas viable au Mali, elle ne sera pas viable au Sénégal. Par contre, une compagnie sénégalo-malienne pourrait être viable. Vous avez vu que la compagnie malienne, elle va être dirigée par un Sénégalais. Très bien. Voilà, comme DG. Donc ça veut dire que quelque part, un Ndiaye du Mali et un Ndiaye du Sénégal, on ne reconnaît pas. Un Keita du Mali et un Keita du Sénégal, on ne reconnaît pas. Très bien. Donc on peut aller effectivement vers ce regroupement des deux pays. Merci beaucoup. En tout cas, on va vous rappeler cette petite phrase d'un poète japonais qui s'appelait Satoru, qui disait qu'individuellement nous sommes une goutte d'eau, mais collectivement nous sommes un océan. Donc, absolument. Il faut le retour de la fédération, même si c'est sous une autre forme. En tout cas, on vous tire votre chapeau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'habitude, les économistes sont très, très élégants. Ah bon, ouais, bon, je ne sais pas si je le suis. Je vous confie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Demain, nous allons parler de culture avec une ancienne consoeur de la radio-télévision sénégalaise, en l'occurrence Fanta Fifi Kanté. Ah oui, de Tambacounda. Voilà, qui connaît parfaitement le Mali, grand pays de culture. Merci beaucoup, M. Roman. Merci beaucoup, Hassan, c'est moi. Et rendez-vous demain. Merci à toute la réalisation. Bonsoir. Merci. Okay.